Bon, est-ce que ça vous arrive de vous rappeler d'une citation d'un manga ou d'un animé? Eh ben, étrangement, moi non. C'est peut-être parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais je n'arrive pas à me souvenir même des plus belles répliques. Hormis celles qui sont répétées sans cesse pendant des centaines d'épisodes, rien ne rentre. Mais alors comment expliquez-vous que je me rappelle de celle-ci? Tout le monde est l'esclave de quelque chose. Ou bien encore, on peut utiliser quiconque avec la bonne approche. Pour vous donner la réponse, il faut qu'on revienne sur le prologue de Vinland Saga, et sur Askeladd, le roi d'un jour. Askeladd, c'est sûrement le personnage qui vous a le plus marqué lors de votre premier visionnage de la saison 1 de Vinland Saga, et c'est normal. Il était déjà dès sa première apparition. Présenté dès le second épisode, on comprend directement qu'il se trouve en décalage avec les autres vikings, et même ceux de son groupe. Ces hommes sont montrés comme on n'aurait pas pu mieux les fantasmer, dans notre imaginaire présent, en lançant des haches sur un prêtre. Ce qui les fera qualifier de rustres par leur invité, Floki, qui est présenté dans cette séquence debout, le mettant en position de force dans la conversation qui va avoir lieu avec Askeladd. Seulement, la mise en scène et le body language de Askeladd nous permettent dans le plan suivant directement de déceler qui possède l'autorité ici. Son aisance est illustrée littéralement par ses pieds sur la table, qui concentrent l'attention mais aussi la focale, laissant son visage flou. On découvre alors un symbole supplémentaire de sa sérénité, qui est l'alcool qu'il boit, avant de nous dévoiler son visage. Alors que la discussion entre les deux est cadrée normalement, ses pieds restent dans le champ, et vont induire un sentiment de décalage entre les propos sérieux de Floki et le comportement de Askeladd. L'un est penché en avant alors qu'il est censé se trouver au-dessus de lui, au niveau de son statut social, alors que l'autre est penché en arrière sur sa chaise, n'étant qu'un mercenaire. Justement, Floki va tenter de faire passer sa requête de tuer Thors en montrant l'écrou. Il n'est pas prêt à se laisser faire quant au prix à négocier pour sa mort. Seulement, ce n'était pas suffisant. Une lance va le surprendre et passer juste devant Askeladd, sans qu'il ne sourcille, accentuant une nouvelle fois le caractère confiant de ce dernier. Alors le rapport de force va s'inverser par le fait que Askeladd se lève et se retrouve dans la position que son commanditaire prenait il y a quelques instants. Debout, sans stress, il a négocié le prix à la hausse. Mais ce n'est pas simplement ses capacités de négociateur et de manipulation qui ont été mises en avant. Il y a aussi son flair et sa capacité de planifier. Comme on le découvre quelques instants plus tard, le lancer était orchestré pour tuer le Jomsviking caché derrière la tapisserie qui unissait nos deux personnages. En la brisant et en tuant celui qui s'y camoufle, on comprend encore plus la différence qui les sépare. Malgré les apparences stoïques et fières de ces derniers, ils n'en restent pas moins perfides comparés aux hommes d'Askeladd, qui montrent eux leur vraie nature. Seulement on comprend que lui ainsi que Björn, son second, se trouvent en opposition avec les valeurs vikings traditionnelles, et ce côté calculateur va être un point très important dans leur personnage. Cette présentation est géniale car elle nous permet de nous mettre en phase avec son caractère et ses intentions. Pour l'instant, il agit seulement pour gagner de l'argent et en réputation, devenant utile même pour les plus fiers des guerriers. Il a toujours un pas d'avance sur les autres et je trouve que son seiyuu aide beaucoup dans l'animé. Naoya Uchida, que vous connaissez sûrement pour Madara ou Nobunaga, pour ne citer que, réussit à transmettre une complaisance innée dans la façon de l'interpréter. Et si on combine ça à son chara-design soigné, il est facile de le trouver intriguant dès cet instant. Alors que ses intentions de tuer Thors pour l'argent ont été dévoilées, on peut comprendre déjà la nuance qui va découler de leur affrontement, car il n'est là que pour ses intérêts personnels, et non par rancœur. Il est temps justement de revenir à ce passage marquant. Comme vous le savez sûrement, je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne, dans ma vidéo sur Thors, mais ici on va changer de prisme. Pour vous remettre dans le contexte, le père de Thorfinn, après avoir répondu favorablement à la demande de Floki, se trouve être piégé et va chercher à trouver une manière de sauver les siens. Après avoir défait quelques hommes, il décide de proposer un combat à leur chef. Thors et Askeladd vont jurer sur Odin, et c'est là qu'on peut comprendre sa trahison concernant les règles du duel, car il n'a aucun respect pour les Nordiques. Sa tenue et sa posture l'indiquent déjà, alors que ses compagnons sont courbés ou penchés, lui garde une image militaire et droite, renforcée aussi par son chara-design, avec son bouc soigné mais surtout sa cuirasse, qui est littéralement inspirée par l'Empire romain. Il n'est pas un viking comme les autres, il n'a aucun rapport avec eux, et dans ce duel, il va se jouer de leur valeur. C'est là qu'on découvre les qualités de bretteur d'Askeladd face à Thors, réussissant à le blesser alors que pour l'instant personne n'arrivait à le toucher. Mais aussi sa capacité d'improvisation, lui permettant de briser la lame de son adversaire, ce qui sera réutilisé plus tard. Mais ça ne suffira pas, et il se retrouve à la merci de ce guerrier légendaire. Au départ, il va essayer de le pousser à ses limites, en lui disant qu'il ne peut abandonner face à son groupe, qu'il doit le tuer. 本当に強いなトールズ。あんたなら一軍の大将も務まるだろう。だがなぜだね。それほどの腕がありながら15年もアイスランドに。もったいないと思わんか。思わん。こんなものに頼らざるを得んのは俺が未熟だからだ。本当の戦士には剣などいらぬ。Thors ne peut pas le faire, et ce sont les explications qu'il va donner qui vont lui faire gagner à la fois son respect, mais aussi son admiration, allant jusqu'à lui proposer de devenir le chef de son groupe.
On peut commencer à comprendre les véritables intentions d'Askeladd. Il ne cherche pas à combattre pour vivre, mais le fait pour un autre but. Et lorsqu'il voit les valeurs de Thors, il est capable de se résigner à le suivre. C'est là que Björn va jaillir et prendre sous son joug Thorfinn. Et là, Askeladd, il va profiter de la situation. Thors comprend qu'il doit mourir pour sauver ses proches. Il lâche son épée et reçoit une salve de flèches. Mais bon, sa mort et sa symbolique, on y est déjà revenu. Cette fois, Askeladd il va jurer sur son ancêtre Artorius et va respecter sa parole en les laissant partir, car il a gagné son respect, malgré qu'il ait été obligé de le tuer. Tout cet affrontement permet de comprendre l'ambiguïté d'Askeladd, qui malgré son sang nordique ne les considère aucunement, allant jusqu'à mentir face à leur dieu. Mais lorsqu'il est face à Thors, on découvre ses véritables valeurs. C'est là que Thorfinn va commencer à péter un câble, et que Askeladd va lui demander d'être reconnaissant envers son père pour ses actions héroïques, ce qu'il ne peut pas comprendre, car la haine et la tristesse masquent son jugement. Il va alors le poursuivre en promettant de le tuer en duel, et de venger son père. Et ainsi débute la dynamique entre les deux personnages qui durera toute la saison. Bref, à ce moment-là, quand c'est notre premier visionnage, malgré l'intérêt que l'on peut porter à Askeladd, on ne l'apprécie pas totalement. Il a quand même tué le père de notre prota en face de lui. Tout ça pour de l'argent. La vengeance que souhaite entreprendre Thorfinn nous semble légitime, et le duel qu'il veut est surtout symbolique. Il cherche à combler l'injustice qu'il a subie par tous les moyens, en ayant un duel comme avait pu le faire son père. Seulement, comme on va le voir tout au long de leur voyage à travers la Grande-Bretagne, et surtout les années, cette obsession maladive que lui porte Thorfinn va le pousser à s'attacher à lui. En effet, sans figure paternelle pendant près de 10 ans, et surtout en restant à ses côtés, lors des bons et mauvais moments dans son groupe, il va devenir malgré lui comme un deuxième père. Cette expérience va le transformer en devenant une bête sur le champ de bataille et cela sera matérialisé lorsque le village d'une dame qu'il a sauvé précédemment se retrouve incendié et qu'il croise son regard. Elle se met à pleurer, et pas pour ce qui va arriver au village, mais parce qu'elle comprend que le jeune homme qui se tient face à elle se trouve dans un engrenage duquel il ne peut sortir, un cycle de violence perpétuel. C'est là que, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, le choix de la temporalité est super pertinent, car la violence chez les Vikings est quelque chose de très fantasmé actuellement. Voir des personnages mourir sous les coups ne nous choque pas, et elle est carrément esthétisée. D'une certaine façon, pour nous comme pour Thorfinn, le meurtre y devient banal, et n'est qu'une manière parmi tant d'autres de régler un conflit. Mais ce monde de violence dans lequel Askeladd a entraîné Thorfinn était ce à quoi voulait échapper Thors, ce qu'avait respecté sa nouvelle figure paternelle. Justement, celle-ci va l'utiliser dans les différents combats dans lesquels son groupe se trouve impliqué. C'est cette ambiguïté entre l'affection qu'il montre à Thorfinn et le fait qu'il l'utilise en étant pleinement conscient des dangers qu'il encourt qui va le rendre aussi intéressant. En effet, le fait qu'il l'utilise en lui promettant un duel lui permet de se servir de lui, mais surtout Askeladd se voit en Thorfinn, car ils partagent un passé similaire. Mais avant d'y revenir, il faut parler de l'événement qui va permettre de comprendre ses véritables intentions. Le roi du Danemark, Sven, envoie son fils Knut sur les champs de bataille, afin qu'il gagne plus d'expérience. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. La réalité est tout autre. Il souhaite voir son fils mourir face à Thorkel, car il le trouve trop faible. C'est en comprenant les intentions du roi que Askeladd saisit l'opportunité de le sauver, et de se rapprocher du futur potentiel héritier. Il découvre un jeune homme timide, et surtout ayant une aversion pour la violence. Knut correspond parfaitement à ce que cherchait Askeladd. Justement, qu'est-ce qu'il cherchait ? Il faut remonter un peu dans son passé. Askeladd est le fils d'une noble galloise qui a été réduit en esclavage par un Danois. Elle lui donna le nom d'un de leurs ancêtres, Lucius Artorius Castus, une légende qui doit revenir pour les sauver. Seulement, à cause de son statut illégitime, qui le pousse à travailler d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de sa mère malade, il portera le nom de Askeladd, signifiant littéralement couvert de cendres. Donc oui, je devrais prononcer son nom Asheladd, ou Ashelatto avec l'accent japonais. Mais flemme. Lorsque sa mère va perdre la tête, il va montrer sa bravoure pour la défendre face à son géniteur, ce qui lui permettra de se débarrasser de sa condition d'esclave. Il créera un masque face à sa nouvelle famille afin de gravir les échelons pour atteindre sa vengeance. Il utilisera l'épée d'un de ses frères pendant le sommeil de son père pour le tuer et être innocenté. On sent déjà le parallèle avec Thorfinn. Tous deux souhaitent se venger d'une figure paternelle, mais pas de la même manière. Lui n'a pas besoin d'un combat honorable. Bref, avec tout ça, on comprend déjà la haine qu'il porte aux Danois, en raison du traitement subi par sa mère et donc son peuple. Il n'était rien pour son père et ses confrères, jusqu'au moment où il a montré sa qualité de guerrier. Entre autres, il n'était respecté que par sa force, par la violence. Il n'y avait que ça qu'il faisait exister à leurs yeux, et non pas pour qui il était vraiment. Cela explique aussi la réaction qu'il a eue après avoir discuté avec Thors, qui représentait l'exact opposé de ceux qu'il a toujours côtoyés. Justement, il va voir le problème non pas qu'avec son père, mais avec tous les Vikings. Il va les regrouper dans le même sac, il les voit tous pareils tout simplement. C'est cette vision biaisée qui va le pousser à les détester et à tout faire pour protéger la partie de lui qui n'est pas danoise, son côté maternel. Il va vouloir tout faire pour sauvegarder sa mémoire, et ce à quoi elle l'a fait rêver, ce héros légendaire qui protégera leur contrée. Mais vu qu'il ne vient pas, Askeladd cherche à accomplir ce rôle. Malgré qu'il soit conscient qu'il n'est pas un héros, s'il n'était pas allé sauver sa mère, personne ne l'aurait fait,
Quelqu'un doit le faire, et il ne peut plus attendre. Et ce quelqu'un, c'est lui-même. Il a donc choisi de gagner en importance afin d'un jour sauver son peuple et garder la paix. C'est avec la rencontre de Knut qu'il découvre son devoir, le servir, pour l'intérêt de son peuple. Knut, par son caractère, acceptera de signer un accord avec les représentants gallois. Il sait qu'il ne pourra rompre le traité de paix lorsqu'il sera roi, et c'est pour cela qu'il doit le préparer à endosser ce rôle, quoi qu'il en coûte. Il ira jusqu'à tuer Ragnar, l'homme de main de ce dernier, car il le rend faible. Il représente littéralement une figure maternelle surprotectrice, qui l'empêche de grandir et d'affronter les dangers qui l'entourent. Il devra fuir les hommes de Thorkel et ira jusqu'aux limites de la moralité pour son objectif dans une scène que je trouve souvent oubliée quand on parle des meilleurs moments de la première saison, celle de l'extermination du village affamé. Alors qu'à ce moment-là dans l'histoire, on voit Askeladd d'un bon œil, Yukimura va nous remettre les idées en place. Alors qu'ils arrivent dans un village en revenant du Pays de Galles, il doit nourrir ses hommes pour qu'ils tiennent le voyage, car il doit protéger coûte que coûte Knut afin de ne pas échouer sa mission. En pillant les provisions pour survivre, il sait que les villageois vont chercher refuge ailleurs et risquent de prévenir Thorkel de leur emplacement. Seulement, il ne peut pas se permettre ça, sinon il perdra le Pays de Galles. Alors il prend la décision la moins douloureuse pour les habitants, les exécuter. Il se dit que ça sera moins violent que le froid ou la faim. C'est là qu'on sent littéralement le poids de ses actions. Il ne ressent rien en les tuant, il reste froid et stoïque, car il sait qu'il doit le faire mais il ne ressent aucun plaisir. Il assume seulement ses responsabilités. Malheureusement, tout ça ne servira à rien, car une femme qui s'était échappée préviendra Thorkel. Ce qui conduira plus tard à ce qu'il se fasse rattraper par ce dernier, et poussera Askeladd à être honnête face à son groupe, lorsqu'il remarque qu'ils sont prêts à se rebeller face à l'arrivée du géant. Il laissait ses hommes les plus fidèles s'enfuir avec Knut, c'est-à-dire Thorfinn et Bjorn. Justement, on n'a pas beaucoup parlé de lui, alors que c'est le seul vrai soutien inconditionnel qu'il possède pendant toute cette première saison. Il ne doute pas de la loyauté de Bjorn, et le charge de protéger le prince, sachant qu'il fera tout pour mener à bien sa tâche, et n'hésitera pas à se battre et à tuer ses anciens frères d'armes s'il le faut. Même après qu'Askeladd déclare littéralement qu'il méprise tous les Danois, Bjorn reste inébranlable, et exécute ses ordres. Cette amitié sans faille dépasse les jugements inhérents au personnage d'Askeladd. Je trouve ça très touchant et ça se conclut d'une manière magnifique. Lorsqu'il est sûr de décéder à cause de ses blessures, Askeladd accepte de se battre avec lui, lui accordant la mort d'un guerrier. 急所を外しちまった。すぐ楽に。アスラッド、あんたと友達。ああ、ビョルン。お前は俺のたった一人の友達だ。 Cette scène montre la complexité de leur relation, car en dépit des origines de son ami, par sa confiance et sa loyauté, ils ont su forger une vraie amitié, qui s'est finie en illustrant les limites de leur mentalité respective, dans une séquence aussi triste que belle. Revenons un peu dans le passé. Alors qu'il s'enfuit, Thorfinn décide de venir le sauver lorsqu'il est attrapé par leurs poursuivants. Il va alors jusqu'à combattre Thorkel, le guerrier le plus redouté, contre lequel il a déjà perdu, malgré qu'il lui a enlevé 2 doigts, afin de tuer Askeladd lui-même. Cette fois, il gagne, grâce une nouvelle fois à l'ingéniosité de ce dernier. Suite à cela, ils vont effectuer un dernier duel. Cette obsession qui dépasse au final la vengeance se trouve être montrée dans le dernier affrontement entre les deux. Askeladd va le vaincre en étant désarmé, car Thorfinn ne peut pas gagner. Malgré qu'il soit plus fort, il se bat seulement avec de la rage et ne peut venger son père. Cet échec montre l'emprise psychologique d'Askeladd sur Thorfinn. Il reste son seul repère. Il n'a fait que le suivre et ne peut vivre sans lui, car il a basé toute son existence autour de cet homme. Lorsque Leif le retrouvera un peu plus tard, et cherchera à l'envoyer vers sa famille, l'obsession que Thorfinn a pour Askeladd se révélera à nouveau lorsqu'il partira à sa recherche. C'est le moment parfait pour aborder ma citation préférée de cette œuvre, et qui est littéralement au cœur de cette première saison. Tout le monde est l'esclave de quelque chose. En effet, les personnages de Vinland Saga le sont tous de différentes manières, et ça va les pousser à sacrifier leur vie pour ces choses. Que ça soit Knut en tant qu'héritier, Leif et son devoir, le roi Sven pour sa couronne, Thorfinn pour sa vengeance, et donc celui qui nous intéresse ici, Askeladd pour son peuple et le pays de Galles. Il souhaite ramener Knut pour ça, il préfère mettre son destin à son service, car il sait qui il est. Comme il va lui dire, il n'est qu'un viking. Askeladd s'est donc servi de lui pour son propre objectif, en l'utilisant et en le forgeant. Comme il l'avait dit, on peut utiliser quiconque avec la bonne approche. Knut changera au cours de cette première saison. Même Thorkel s'alliera à lui en découvrant l'homme qu'il est devenu, et c'est en grande partie grâce à l'influence d'Askeladd sur lui. Pour que son plan continue et qu'il ne se fasse pas tuer, il propage l'idée que le roi Sven, son père, souhaite sa mort, et va jusqu'à orchestrer une fausse tentative d'assassinat pour atteindre son but. Lorsque l'héritier et son père se retrouvent, il ne semble y avoir aucune possibilité qu'il assassine son fils, afin de ne pas perdre son prestige. Tout semble aller dans le sens de Askeladd, mais c'était sans compter le fait que le roi surprenne tout le monde, en voulant soumettre par la force les Gallois.
Il proclame alors qu'ils attaqueront au prochain printemps, ce qui pousse pour la première fois Askeladd à sortir de sa garde. Alors qu'il était si proche de réussir, ce qu'il avait cherché par tous les moyens de protéger se trouve en si grand danger. Dans un parallèle à leur première rencontre, c'est cette fois en prenant la position de force que Floki réalise la faiblesse de ce dernier et en avertit le roi. Askeladd va chercher à dissuader Sven de les attaquer, avec un raisonnement cohérent.おお、切るのか。これぞ中心の姿よ。王にとって還元に勝る宝はない。かように我が軍団には重要なるものが揃うておる。 La tension dans la scène est extrêmement bien gérée. Alors qu'il descend de son trône, qui lui donne la hauteur, la force, pendant l'échange, il se rapproche d'Askeladd pour créer un pied d'égalité et lui donne une bonne image face à ses sujets. Le jeu d'ego est renforcé par la musique qui va induire au départ une arrivée froide et violente, avant de se changer en une douce mélodie, avant qu'il se rapproche de son oreille dans un plan parfait qui va les diviser en révélant la vérité. ウェールズかクヌートか選べ。本心、世はウェールズなどどうでもよいのだ。クヌートの首を見上げに我が元へ来い。さればウェールズは見逃してやろう。そなたのことは少し調べた。やはり母親は奴隷だそうだな。ウェールズに固執する理由も察しがつく。 彼女の産物といえば奴隷ぐらいのものだからな。 À cet instant, il réalise que tout ce qu'il a fait n'a servi à rien. La seule chose qui lui reste à parier et à échanger, c'est sa vie. Il en profite pour dire tout ce qu'il avait sur le cœur, en osant insulter le roi et en dévoilant sa haine des Danois. C'est là qu'il reprend l'ascendant. 図に乗るな、蛮族めが。我が一族と我が民への愚弄、万死に値する。最後の忠告だ。 剣を収めよう。アシェラット。そりゃあだ名だ。我が母より授かりし真の名を教えてやろう。ルキウス・アルトリウス・カストゥス。よこそがこのブリタニアの地を滑るべき正統の王である。 Il révèle sa vraie nature et Knut prend les devants et comprend ses véritables intentions. En effet, il cherche à travers son sacrifice à faire ce qu'il sait faire de mieux. Prendre la bonne décision. Askeladd va réussir à sauver son peuple et Knut. Alors qu'il est submergé par ses assaillants, il affronte Floki auquel il répond parfaitement. 何をしたか分かっておるのか。王を殺したのだぞ。何を申すか。世はここに健在であろう。 Le rapport de force qui s'est joué entre eux pendant toute la saison arrive à son paroxysme à cet instant, et il est complètement jubilatoire. Dans cette séquence, il devient quasiment le personnage principal. On veut qu'il sauve son peuple, et sa cause est plus juste que celle de Thorfinn, alors que c'est censé être lui, notre héros. Justement, ce dernier arrive. On aperçoit alors l'amour paternel que lui porte Askeladd, en lui demandant d'arrêter et de partir. Il se laisse tuer par Knut, comme pour finir son instruction à devenir un bon roi, capable d'assumer ses responsabilités. En tuant le régicide, Knut se retrouve respecté de ses pairs, et grâce à cela, il protégera aussi le pays de Galles. Lorsque Thorfinn voit Askeladd dans cet état, il cherche à s'enfuir avec lui, et pète un câble alors que celui-ci lui propose de le tuer. C'est alors qu'on comprend le rapport entre les deux, qui s'est inversé, et surtout notre vision qui a changé. Au départ, on trouvait ses actions justifiables, mais maintenant, on se rend compte que c'est lui le fou ici. Askeladd meurt en héros, à l'inverse de Thorfinn, qui lui, est plus perdu que jamais. Il ne veut pas qu'il meure, mais il ne peut rien faire, car c'est la fin de l'histoire de Askeladd. Ce n'est pas seulement la haine qui l'a motivé jusqu'ici. Il l'a suivi même quand tout le monde l'a trahi. Il a été prêt à combattre Thorkel. En réalité, il ne veut pas tuer Askeladd. Il n'a pas de vie en dehors. Il a une dépendance de lui, il avait besoin de trouver une manière de soigner sa peine. Il est devenu son deuxième père, et maintenant qu'on lui enlève, son monde s'écroule. Il ne peut pas admettre qu'il a plus besoin d'Askeladd que lui en a besoin. Avant de mourir, il lui donne un conseil qui lui est familier. 俺が死んでからその先どう生きるつもりだ、トルフィン。何も考えてなかったんだろう。うるせいい加減先へ進めよ。いつまでもこんなクソくだらねえところに引っかかってねえで、ずっと先へトールズの言った世界のその先へ
トールズのこのお前が行け。それがお前の本当の戦いだ。本当の戦士になれ。トールズの子。Thorfinn se retrouve alors dans la même situation qu'avec Thors. Le prologue se conclut comme il avait commencé, en perdant un père. Askeladd avait un devoir envers Thors et a essayé de faire comprendre à Thorfinn ce qu'il doit faire jusqu'à ses derniers instants, ce qui va influencer tous ses futurs choix. Il le libère de sa vengeance, mais il est plus perdu que jamais, allant jusqu'à attaquer Knut. Plus tard, lorsqu'il pleure face au cadavre d'Askeladd et qu'il est escorté pour sortir, il fait tomber sa lame. On voit toute sa vie défiler, et c'est normal, il vient de perdre son seul et unique but. Toute sa vie lui est arrachée une nouvelle fois, et il est temps de trouver une nouvelle façon d'exister sans cette arme, comme voulait le faire son père. Justement, son second père vient de lui indiquer la marche à suivre. Lui aussi a été libéré de son fardeau, lui qui est esclave d'un devoir qui s'est lui-même confié. Il a réussi à protéger les siens, il est maintenant temps pour lui de se reposer.